Fadi Live, là où s'écrit l'influence. Qui maîtrise les récits façonne l'avenir. Bienvenue dans Fadi Live, le podcast qui explore comment l'IA, l'influence, la géopolitique numérique et les médias redéfinissent les dynamiques de pouvoir. Je suis Fadila Brahimi. J'accompagne dirigeants et organisations à affirmer leur influence et à construire un leadership adapté aux enjeux numériques. Dans Fadi Live, nous décryptons les transformations du pouvoir à l'heure des IA, des algorithmes et de la guerre des récits. Experts, décideurs et citoyens confrontent leur vision en live. Et vous, où vous situez-vous dans ce monde en mutation ? Allez, abonnez-vous et rejoignez le débat. Ce soir, j'ai le plaisir d'inaugurer une série de live intitulée Dialogue numérique européen transpartisan à la veille en fait des élections dites européennes. Donc ce live est une discussion non sponsorisée et transpartisane avec les personnes bien entendu qui ont accepté l'invitation. Pour animer ce space, je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée de Guillaume Champeau. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Fadila, bonsoir tout le monde. Je vais te présenter dans quelques instants, mais juste je termine que en fait dans cette discussion avec ce dialogue de ce soir qui va durer normalement jusqu'à 22h30. Je sais que parfois tu as déjà eu l'occasion d'être avec moi. Ça nous est déjà arrivé de dépasser quand même cette heure et demie, mais on va essayer de respecter cela. Et je dis qu'on le ferait pas ce soir. Voilà. Je rappelle juste à tout le monde que nous sommes dans des règles évidemment de bienséance. On se respecte, on s'écoute, on est courtois, même si on veut se tutoyer. Et donc, pour le moment, on va d'abord débuter une première partie avec nos invités et nous pourrons ensuite accepter des réponses des auditeurs ultérieurement. Donc, vous inquiétez pas. Vous pouvez aussi utiliser le hashtag FadiLive pour poser des questions ou la petite bulle qui est en bas qui permet également de publier des commentaires. Et n'oubliez pas de mettre aussi le hâte, je dirais, de nos invités si vous avez des questions vraiment très spécifiques pour eux. Alors, Guillaume, pour te présenter quand même, puisque tu as accepté aussi de m'accompagner, tu es directeur juridique et DPO chez Olympe Légal. C'est ça. Et je t'ai aussi connu parce que tu étais fondateur de Numérama et oui. tu as travaillé aussi chez deux pépites françaises, Clever Cloud et Quant. J'ai commis ça. Voilà. Ce qui te permet quand même d'avoir une belle visibilité, on va dire, aussi sur l'écosystème numérique depuis le temps que tu barbotes toi aussi. Alors, on va de suite présenter quand même nos invités, en commençant par Kenza Athanasopoulos. Ouais, je crois que j'ai pas fait l'erreur. Bonsoir Kenza. Bonsoir Fadila. Alors, pour te présenter, donc tu es candidate évidemment européenne pour Place Publique, qui est un mouvement humaniste, écologiste et européen, coprésidé par Raphaël Glucksmann et Aurore Laluc. C'est tout bon ? Exactement, c'est tout Voilà. bon. Et c'est la liste qui s'appelle Réveiller l'Europe et c'est une coalition avec le Parti socialiste. Voilà. Voilà, merci à toi. Pierre Bessac, bonsoir. Bonsoir, Fadila, bonsoir tout le monde. Un habitué aussi des lives, tu es porte-parole du Parti Pirate, mais tu es là ce soir aussi parce que tu es candidat aux élections européennes pour le Parti Pirate. Absolument. Voilà. Merci beaucoup pour ton invitation et pour cette organisation sans faille. Oh, merci. Attends, tu connais pas la suite. Je plaisante. Philippe Latombe, bonsoir. Bonsoir. Philippe Latombe qui accepte toujours aussi les invitations à venir discuter dans les lives, donc ça c'est vraiment un grand merci. Député, tu es député Bodem, donc la coalition LAREM, soutien de la liste Besoin d'Europe de la majorité présidentielle. Alors c'est une liste commune, Renaissance, Mouvement démocrate, Horizon, UDI et Parti UDI. radical. Exactement.
Bon, bah ça c'est génial. Alors nous allons pouvoir commencer notre première partie et je tiens quand même à rappeler à toutes celles et ceux qui viennent de nous rejoindre que cette série des dialogues européens sur le domaine du numérique, que tous nos invités n'ont pas eu les questions avant de venir et qu'ils ont donc accepté d'être là ici en live, en mode interactif. Et ça, il faut quand même pouvoir le souligner. Alors on va commencer en douceur. Guillaume, première partie. Ah bah, oui, on va vous poser des questions vraiment très très compliquées qui vont être très engageantes. On va vous demander de répondre par oui ou par non. S'il vous plaît, ne développez pas votre propos, juste Alors d'abord, avant le oui par non, on va s'échauffer un petit peu. voilà. On va faire un Euro Express. On l'appelait Euro parce que on parle de l'Europe, mais c'est pas vraiment totalement l'Europe. C'est un peu pour vous connaître. D'accord? On y va? Allez. C'est parti. Alors, vous êtes plutôt Mac ou PC? Qui commence? PC. Ouais, Philippe, PC. Pierre? PC aussi. PC aussi. Kenza? Mac. Je vous propose de laisser votre micro ouvert parce que ça va aller vite là. Et on va vraiment aller plus vite. Hein. Ok. Bon, normalement, la suite est une conséquence logique, quoique iPhone ou Android? Android. Android. Ah, je suis surpris. Bon. Mais j'étais team Nokia avant aussi. Hein. Enfin, bon. Ah Ouais, mais ça c'était avant. Il y a même eu des Alcatel. Exactement. Question d'après, alors peut-être un peu plus compliqué. Plutôt Elon Musk ou Mark Zuckerberg? Oh là là. Ni l'un ni l'autre. On n'a pas un Européen? Et non. Joker. On peut faire appel au public, non? Attends, mais Fadila m'a dit ni pendant la l'un ni préparation, l'autre, ouais. vous avez le droit à un joker par ouais, session de super. questions. Joker. Donc il a utilisé. Je voulais pas le dire parce que je me suis dit les questions elles sont tellement faciles, c'est pas possible. On va pas commencer par le Joker, non? Eh ben, si. Voilà, la suivante de. Quoique, est-ce que la suivante c'est plus. Oui, si, quand même. WhatsApp, Signal ou Telegram? Telegram. Signal. Signal. Signal pour Philippe, c'est ça? Ouais. Pierre. Et Pierre aussi. GAFAM ou BATX? Aucun des deux, ça marche toujours pas. On peut avoir un deuxième Joker? Ouais, j'aurais dit deuxième joker. Finalement, ouais. Et enfin, ChatGPT, Copilot ou Mistral? Mistral. Mistral aussi. Allez, chat. Très bien. Bon, on va dire que c'était une mise en bouche, on va dire, quelque part, mais sympathique, assez rapide. Ça vous a permis aussi de tester, de voir un petit peu si vous étiez réactif, connaissiez en fait le jeu du micro ouvert. On va attaquer une deuxième partie qui va être un peu plus corsée, qui va être au cœur du numérique. Et on va vous proposer en fait 2 grandes séquences de discussion. Évidemment, en 1 heure et demie, on peut pas traiter tous les sujets, donc on va forcément un petit peu prioriser avec nos invités et puis aussi avec vos questions ultérieurement. Mais dans un premier temps, on va vous proposer justement un petit jeu de questions. C'est un peu plus corsé cette fois-ci, mais on est toujours sur des réponses franches, directes, courtes, par un oui ou par un non. Mais attention, hein, vous avez le droit à un joker et le ça dépend, ça dépasse. OK? Et après cette petite série de questions, ben, on vous passera justement la parole pour que vous puissiez étoffer, expliciter un point en particulier. Est-ce que, au niveau des consignes, tout va bien? Oui. OK, Oui. super. À toi, Guillaume. Est-ce qu'on organise un petit tour de parole ou chacun répond comme il veut? Alors, moi, c'est une bonne question. Comme ça, je propose qu'on fasse un petit peu par ordre alphabétique. Allez. Comme ça, bon, voilà, c'est un peu académique, mais c'est plus simple. Kenza, Allez. Alors, Pierre et ensuite Philippe. Voilà. très bien.
Donc la première question, est-ce que vous pensez que la lutte contre le réchauffement climatique implique de ralentir le développement du numérique? Oui ou non? C'est corsé, hein? Parce que c'est, ah purée, oui et non, enfin, allez, je vais dire oui et après j'expliquerai. Parfait. Moi, Pierre, je dis non. toi tu dis non. Et Philippe? Non, non pareil, oui. Très bien. Ok, inversons. Philippe, Pierre, Kenza. Êtes-vous favorable à la mise en place d'un passeport numérique européen? Non. Pierre? Non. Enfin, non, pardon, oui. Je développerai. Oui, D'accord. sous réserve, quoi. Kenza? Non. Très bien. Sujet d'actualité, êtes-vous favorable à l'interdiction de TikTok en Nouvelle-Calédonie? Oui ou non? Et du coup, Fadila, je te laisse dire Pierre? l'ordre des réponses. Non, je suis pas favorable. Philippe? Non, c'est une mauvaise idée. On expliquera pourquoi. Kenza? Hem, Même si on n'aime pas TikTok, non. Très bien. Donc, a priori, la réponse à la question suivante sera rapide. Est-ce qu'il faut envisager d'interdire TikTok en Europe? Kenza? Oui. D'accord. Non. Sous réserve également. Oui, c'est vrai ça. Oui, ça sera non aussi, mais il faut l'expliciter. Allez, la suivante est peut-être plus facile. Faut-il nécessairement enseigner le code à l'école? Kenza? Oui. Pierre? Oui aussi. Philippe? Oui, mais là aussi, il faudra l'expliciter et le nuancer un peu. Suivante. Pensez-vous que l'IA et la robotique vont détruire beaucoup d'emplois en Europe dans les 5 années qui viennent? Philippe? Même chose, oui, mais on créera d'autres, il faudra qu'on s'explique là-dessus. Pierre? Donc, non, pareil, un peu pareil que Philippe, ouais. À développer. Et Kenza? Non et à développer aussi. Très bien. Tout sera à développer, je crois. Ouais. Allez, il en reste 2. Êtes-vous favorable au développement des crypto-monnaies? Pierre? Oui. Kenza? Pas pour la spéculation, non. Et Philippe? Un grand oui. Très bien. Et la dernière question. Pensez-vous que sur Internet, la sécurité est la première des libertés? Philippe? Non. Pierre? Non plus. Kenza? Oui. Bon, eh ben, sauf si je me trompe, je crois qu'on n'a aucun consensus. Ah, Ça va ben, être c'est très bien. bien, c'est C'est très bien. parfait. Alors, je C'est rappelle. plus rigolo comme ça. Ben Voilà. oui. Donc, cette première discussion, à travers nos questions, vous l'avez peut-être un petit peu deviné, on veut traiter avec vous les nouveaux challenges de la transition numérique, des informations, et c'est en lien avec la transition écologique. Donc, on a parlé un peu d'écologie, d'éducation numérique. On n'a pas parlé beaucoup d'emploi, mais si, un petit peu aussi, impact de l'emploi, des interdictions. Et alors, ces questions, oui, non, bah, c'est aussi pour vous permettre aussi quelque part de nous dire, bah, moi, je veux revenir sur ce point-là. Est-ce que Kenza, je crois savoir qu'il y avait quand même quelques sujets, notamment autour de l'éducation et autour de l'écologie, qui t'intéressaient. Je ne sais pas si c'était sur ces points que tu voudrais, tu voudrais revenir là-dessus, un peu étoffé, et nous dire pourquoi tu as répondu oui, non? Alors, allons-y. Effectivement, en fait, pour, déjà pour l'éducation, enfin l'éducation, je pense que, alors le numérique, effectivement, c'est quand même très, très vaste, mais, on doit, enfin, à l'école, peut-être dans une éducation civique, en fait, expliquer, en fait, ce qu'est internet, aux enfants. Alors pas spécialement parce que je sais qu'un frein, c'est aussi de se dire que voilà, parce qu'il y a pas les moyens parfois pour avoir, du matériel, un ordinateur et donc on mélange en fait, l'informatique, le numérique, mais il est quand même très, très important de comprendre en fait, ce que c'est parce que, ensuite on se retrouve effectivement avec, des jeunes ados, qui vont sur internet, qui n'ont en fait pas conscience finalement
de ce que c'est. Donc je pense qu'il faut, enfin voilà, c'est quand même très, très, très nécessaire qu'il y ait, cet enseignement-là, au-delà en fait, du code. Puisque j'ai répondu effectivement oui pour le code, mais au-delà de comprendre en fait déjà ce que c'est qu'internet, ce que c'est que le numérique, et ouais. Et d'ailleurs, à ce propos, au-delà du code, c'est Philippe qui a dit: «Oui, mais je veux, préciser», non? Oui, oui, j'ai dit oui, mais enfin, je suis d'accord qu'il faut qu'on ait aujourd'hui une éducation, enfin, que dès le primaire, on puisse apprendre, à nos chères têtes blondes ce que c'est qu'un algorithme, ce que c'est qu'un ordinateur, comment ça fonctionne, qu'on leur apprenne les bases. Ensuite, qu'on leur fasse faire un peu de code pour qu'ils voient ce que c'est. Ensuite, ils adhèrent ou ils adhèrent pas. On n'est pas obligé de leur bourrer le crâne avec du code s'ils en ont pas envie, mais qu'il y ait des bases, qu'ils aient un minimum de compréhension de ce que c'est de ce que c'est qu'un algorithme, de comment ça fonctionne, quelle est la logique qui est derrière, ce que c'est qu'un ordinateur, et qu'ils ne voient pas forcément ordinateur et smartphone comme étant une boîte dans laquelle on envoie des informations, des images ou du son, et qui va vous rétrocéder des images et du son, et qu'il faut en plus le considérer comme vrai. Donc j'ai dit oui parce qu'il faut cette éducation, mais on n'est pas obligé non plus d'instaurer le code comme étant une langue vivante à apprendre complètement dès le primaire. On n'a pas forcément besoin de millions de codeurs, on a simplement besoin de leur faire toucher du doigt, et ceux qui ont envie d'y aller iront spontanément. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit oui, parce que je pense qu'il faut une éducation, et là-dessus, il n'y a pas de. Et dès le primaire, ça veut dire qu'il faut faire de la pédagogie, il faut changer les programmes scolaires, il faut l'intégrer complètement. Et ça résoudra d'ailleurs une partie des problèmes qu'on a au collège sur l'utilisation des smartphones et tout ce qui est discuté en ce moment à l'éducation nationale, avec la question de l'interdiction des smartphones dans les collèges, avec la question de on les laisse à l'entrée de la boîte, à l'entrée de la classe, ou on les éteint, on les met dans le cartable. Enfin, il y a toutes ces discussions-là. C'est un outil qui leur servira, et on le voit bien avec les adultes. C'est de l'apprentissage, de l'apprentissage, de l'apprentissage, plutôt que de l'interdiction permanente. Pierre, j'imagine que tu es d'accord avec ça. Oui, largement, même quasi totalement. Je pense effectivement que c'est pas la peine. Alors ça, le sujet est souvent caricaturé en tout ou rien, et le code est présenté comme on va pas apprendre à nos enfants à devenir des programmeurs. Et effectivement, il s'agit pas de ça. Mais je pense c'est un peu une question d'analphabétisme numérique à éviter aujourd'hui. Donc le fait d'avoir quelques notions sur la façon dont fonctionne le code, ça permet d'éclairer beaucoup de choses dans la vie d'aujourd'hui, et c'est devenu quasiment indispensable, au même titre que savoir lire ou écrire. Et effectivement, il ne s'agit pas de faire de tout le monde des écrivains, et c'est la même problématique que comprendre les grandes lignes du fonctionnement d'une application mobile ou d'un service en ligne, pour comprendre un petit peu ce qu'on peut en attendre et ce qu'on ne doit pas en attendre. Donc c'est une sorte d'imprégnation de ce qui va être présent, enfin ce qui est présent dans la vie de tous les jours, pour mieux en comprendre les facettes et les limites, et mieux se l'approprier dans le futur, parce que c'est devenu indispensable pour éviter des malentendus dans notre vie. Et au-delà d'apprendre le code, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a quelques jours ou quelques semaines, le ministère de l'Éducation nationale a demandé à la commission des programmes d'intégrer l'usage de l'IA à l'école. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît pertinent ou trop précoce? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut éventuellement généraliser au niveau européen et en profiter pour peut-être faire une sensibilisation à l'IA et aux valeurs européennes à travers l'IA? Kenza, peut-être? Oui, oui, totalement. Enfin, c'est vrai que, en fait, bah, internet, effectivement, ça fait partie, enfin, on communique tous, aujourd'hui par internet. On l'a vu aussi, par exemple, avec, l'alerte pour les JO, là, avec, le covid, enfin, tout le monde utilise internet. L'IA, se développe énormément, et il est, en fait, nécessaire, que les jeunes élèves puissent, comprendre, et en fait, concevoir aussi, internet, l'IA, en fait, dans leur imaginaire. En fait, savoir comment ça fonctionne,
ça permettra aussi, pour les générations futures, quand, enfin voilà, ils seront, peut-être aux responsabilités, de faire, peut-être, des législations qui ont sens et puisqu'aujourd'hui, enfin, c'est vrai que les jeunes, ils pensent, que, internet, c'est, ou, que ça soit, Instagram, Facebook et cetera, que c'est, comme avoir, une carte d'identité et que c'est un service qui est gratuit, à disposition de l'humanité et cetera, pour faire de belles choses. Et c'est un service qui n'est pas gratuit, mais personne n'a conscience en fait du coût. Oui, à la fois pour l'IA, à la fois, pour tout, c'est, primordial, d'enseigner, aux, futures générations et aux jeunes, l'utilisation, d'internet et de l'IA. Mmh. Pierre, Si Philippe, je ne si sais je pas si vous voyez quelque chose à rajouter? ouais, si je peux me permettre du coup, sauf si Pierre veut anticiper. Hem, j'ai développé la réponse, ça me permettra de développer aussi la réponse que j'ai faite sur les emplois. L'IA, on est en vraiment enfin, je suis intimement convaincu que l'IA est une révolution industrielle. Et donc, on a forcément besoin, dès maintenant, de l'intégrer dans la pédagogie, dans l'apprentissage auprès des jeunes, et dès le primaire, pour qu'ils puissent s'approprier à la fois le mode de fonctionnement et toutes les implications que ça va pouvoir avoir dans le mode de fonctionnement de leur vie future, en tant que jeune, mais aussi en tant que salarié ensuite ou en tant qu'adulte. Parce que l'IA va forcément beaucoup changer la relation au travail, va forcément beaucoup changer les compétences et l'utilisation des compétences et qu'on ne peut pas se permettre de ne pas l'intégrer dès le plus jeune âge, maintenant. On l'avait raté sur un certain nombre de sujets déjà du numérique, on ne peut pas se permettre de le rater maintenant. Pour développer du coup juste le point de ça va changer, enfin en tout cas, c'était la réponse à la question, est-ce que ça va supprimer beaucoup d'emplois? Oui, mais ça va en créer d'autres. Très clairement, l'IA va nous permettre de changer. Il y a des métiers qui vont disparaître. C'est une révolution industrielle. Mais on aura d'autres métiers qui vont arriver et on aura besoin d'utiliser les compétences des êtres humains, le cerveau des êtres humains de façon différente. Et donc, il y aura des nouveaux métiers. Je prends un exemple. Aujourd'hui, en Vendée, j'ai des conserveries de sardines. J'ai en bout de chaîne systématiquement une personne qui regarde si la boîte elle est bien remplie avec les sardines bien étêtées et si c'est dans le bon sens et s'il y a le bon niveau d'huile dans la boîte pour que quand on fait la pertisation, ça se passe bien. Et c'est un travail qui est un travail pénible, qui est dans une atmosphère contrôlée à 6 degrés. C'est vraiment un boulot qui est très très dur et on n'arrive d'ailleurs même pas ou très peu à trouver de personnes pour le faire. L'IA peut parfaitement le remplacer. Et donc peut-être que les personnes qui sont au bout de chaîne à regarder, on pourrait les utiliser justement à optimiser la production, à faire en sorte qu'elles apportent de la valeur ajoutée dans la production plutôt que de simplement être en bout de chaîne à regarder comment ça se passe. Donc on a à la fois une destruction d'emplois et une recréation de nouveaux emplois de façon différente avec l'utilisation de compétences dans des métiers ou dans des postes un peu moins durs physiquement et qui permettent aux gens de s'épanouir. Et donc je pense que à la réponse brutale oui, non, est-ce que ça va supprimer beaucoup d'emplois? Oui. Est-ce que ça va en recréer d'autres? Oui aussi. Et la balance est plutôt en faveur de la création d'emplois. Alors, merci Philippe de faire ma transition parce que justement, j'allais parler justement de Je, l'emploi. je voulais, je voulais ajouter Alors, quelque chose sur l'IA, attends, si je... oui, Ah, oui, pardon, ben, excuse-moi. tout à fait. Je termine juste ça et puis Mhm. je te laisse compléter. Euh, sur le côté de la balance, je crois qu'aujourd'hui, on a quand même des études diverses et qui aussi se contredisent parce que il y a quand même un point essentiel dans l'emploi, c'est les compétences. Et la robotisation, on a vu, exigeait plus de compétences et l'IA va exiger également des niveaux de compétences aussi de plus en plus élevés. Alors, il y aura peut-être des créations d'emplois, mais est-ce que ça sera suffisant pour tout le monde? Voilà, donc j'aimerais entendre Kenza et Pierre sur le sujet, mais je te donne d'abord la parole, Pierre, pour que tu complète sur la partie IA et si tu veux bien répondre à mon point, ça serait super. Euh, alors, je pense que au niveau éducation, l'IA va être déjà un outil fantastique pour notamment l'échec scolaire, enfin, pour la pédagogie. L'IA et on va avoir des assistants qui vont être d'une patience inégalée.
par les humains pour expliquer les choses et s'adapter au contexte de l'élève. Donc ça va être très intéressant. Ça va également être un assistant fantastique pour les professeurs, pour les aider à rédiger leurs cours, ce qui est un travail qui n'est pas, qui peut être fastidieux. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, ce qu'il faudra aussi, c'est expliquer aux élèves un petit peu les limites et les potentialités de ce genre d'outils, voire leur apprendre un petit peu à les adapter à leurs usages. Et je pense, sur la question de l'emploi, je pense que ça va... alors, je ne sais pas si ça va détruire de manière nette ou créer de manière nette des emplois, mais ce qui est sûr, c'est que ça va être un levier pour énormément d'emplois et que les gens qui sauront s'en servir comme levier seront les mieux lotis. Donc il faut absolument que chacun comprenne et arrive à s'en approprier l'usage dans son propre métier et dans nos métiers futurs, en fait. Voilà. Et excuse-moi par rapport à ta question plus précise, est-ce que tu peux me la répéter pour que Non, je complète? je voulais dire quand on parle d'emploi, il faut aussi parler d'employabilité, c'est-à-dire en fait les compétences qui vont être requises. Or, Ah bah, on est oui, d'accord que ça va créer des emplois, mais ça augmente également le niveau de compétences requis par, tu vois, par emploi. Ce qui veut dire que clairement. nous Oui. avons des emplois qui aujourd'hui nécessitent des compétences techniques beaucoup moindres qui vont devoir aussi s'adapter et donc les personnes vont devoir s'adapter et ça va donc créer des tensions, on va dire, au niveau du marché de l'emploi. Est-ce que je suis Ça, assez c'est... claire là-dessus? Oui, oui, je suis d'accord, c'est tout à fait clair. Et en fait, on a déjà eu dans une moindre mesure le problème avec l'expansion de l'informatique et de la bureautique, qui a laissé pas mal de gens sur le carreau, et parce qu'il y a eu des impasses faites côté éducation, on a un peu négligé le sujet, et aujourd'hui, on a des gens qui sont en situation de recherche d'emploi et qui doivent se remettre à jour sur ces sujets-là, et on risque d'avoir des problèmes similaires avec l'IA si on ne prend pas le sujet à bras le corps dès maintenant. Des problèmes non seulement similaires, mais encore plus aigus, en fait, puisque l'IA permet beaucoup plus de choses. Donc il faut vraiment se lancer là-dedans et essayer de ne pas laisser, de pas laisser des gens sur le carreau en la matière. Et puis, si je peux compléter la question pour Kenza, on a quand même vu dans l'histoire la mécanisation, on a vu l'impact que ça a eu sur le monde ouvrier avec de moins en moins d'ouvriers qui arrivent à construire de plus en plus, enfin, à fabriquer de plus en plus de choses avec les usines et tous les robots qu'on a actuellement dans les usines. Dans le monde de l'agriculture, on produit également énormément plus en termes d'agriculture avec énormément moins de monde puisqu'on a de moins en moins d'agriculteurs et qui arrivent à produire beaucoup. J'ai entendu l'optimisme de Philippe sur le fait qu'on allait finalement avec l'IA créer plus d'emplois qu'on en détruirait. Est-ce que c'est un avis qui est partagé par Kenza? Et sinon, est-ce que le rôle du législateur, du régulateur, il n'est pas aussi, là, dans les années qui viennent, de préparer l'éventuel, si jamais c'est votre point de vue, l'éventuel impact social sur l'emploi et voilà, tous les impacts sociaux liés à l'intelligence artificielle. Si, complètement. En fait, l'un des buts, c'est quand même d'améliorer les conditions de travail, hein. Donc, enfin, d'un côté, je souscris, au fait que l'IA, ça augmente aussi, la productivité. En fait, on se rend compte qu'il y a quand même, aujourd'hui, on est 60 à 80 fois plus productif, qu'avant. Enfin, il y a eu la révolution industrielle, il y a eu l'écriture et en fait, le souci, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, heu, on augmente la productivité, donc on devrait, en fait, raccourcir le temps de travail, mais on demande aux gens de travailler plus. Donc en fait, la vraie question, elle est, de savoir, en fait, hem l'IA et toute, la révolution, numérique, comme par exemple pour, les comptables, par exemple, qui utilisent, Excel. Enfin, avant, ça n'existait pas, mais aujourd'hui, ça facilite quand même la vie. Comment on peut faire pour, que, la richesse, en fait, qui est produite, via l'IA, finalement, elle soit, transmise, aux travailleurs ou aux personnes qui vont devoir, soit se réorienter,
ou raccourcir en fait le temps de travail. Il y a cette différence en fait de richesse qui pose question et en fait aussi également, faut, qu'on s'assure quand même de la protection en fait, des droits sociaux, des travailleurs et on parle, là effectivement de productivité, mais l'IA, aussi, sur le secteur culturel et artistique, hein, faut pas oublier, il y a tout ce qui est la protection, du droit d'auteur, hem, donc ça c'est des questions, effectivement pour protéger notre création, au niveau européen, sur lequel il va falloir, se pencher. Alors, Mais j'ai accepté un intervenant délibérément parce que c'est Yann Godin qui est habitué au space et je sais qu'il a travaillé pour Pôle emploi et voilà, le domaine de l'emploi fait partie de son expertise. Yann, bonsoir. Oui, bonsoir, merci de m'avoir accepté. Et puis bonsoir Guillaume, je suis enchanté d'entendre ta voix. Eh bah, de même. C'est la Alors magie juste, des lives de Yann, podcast. Yann, juste une petite précision, comme on a 1 heure et demie pour traiter beaucoup de Oui, sujets, je demande à tous je vais les être bref. intervenants d'être hyper concis. Merci beaucoup. Oui, non, je vous entendais en fait parler d'emploi et donc d'intelligence artificielle. Moi, ce que j'observe pour le moment, c'est que l'IA n'est pas intelligente. Je viens encore de faire un petit essai. Donc moi, je suis spécialisé voilà, dans l'accompagnement, notamment des intermittents du spectacle. Et au tout départ de ChatGPT, donc j'avais essayé, je lui avais posé la question, comment fonctionne l'intermittence du spectacle? Donc, ça m'avait répondu vraiment un très grand n'importe quoi. Ça ne correspondait à rien du système français en tout cas. Je viens de réessayer et puis il ressort des vieux trucs qui ne sont pas du tout à jour, qui datent des années, enfin il dit un peu encore n'importe quoi. Je vous entendais parler d'apprentissage des enfants au code informatique, mais peut-être aussi, et peut-être avant tout, qu'il faudrait éduquer au code de loi, à la familiarisation avec la lecture voilà, du code du travail, par exemple, qui est très grand public, très intelligible, et puis voilà, donner cette habitude de vérifier nos droits, vérifier ce qu'on nous dit. Donc actuellement, ce que nous disent les agents, par exemple, des services publics comme France Travail, et puis qui sait, donc demain, peut-être vérifier aussi ce que nous dit l'IA. Parce que voilà, si on prête une trop grande, justement, une trop grande intelligence, une trop grande fiabilité à l'IA, on risque de gober n'importe quoi. Et si l'IA n'est pas parfaitement fiable, et donc, moi, la question que je me pose, c'est à quel moment et l'IA sera, si elle l'est un jour, parfaitement fiable pour répondre à des questions, pour analyser une situation, parce que l'IA pourrait être des conseillers, un conseiller Pôle emploi, voilà, qu'on clonerait, instantanément et à l'infini, et et qui ne ferait jamais d'erreur. Donc, ce serait très appréciable d'avoir des réponses instantanées, même le soir, le week-end, les jours fériés, à toutes ces questions. Mais on en est loin Ouais, encore aujourd'hui. Donc, je ne sais ouais. pas si. Donc, Alors, c'est sûr les que c'est emplois le début, hein, bah oui, les emplois remplacés par Yann. l'IA, pour le moment, on n'y est pas du tout. Et est-ce que technologiquement, alors est-ce que on est dans la croyance ou est-ce qu'on est sûr qu'on va arriver heu, assez rapidement à de la Alors, vraie, je dirais, intelligence? ouais. Peut-être qu'en fait, on fait mousser tout ça et que ça restera de la mousse. Merci Yann, mais je pense que dans nos discussions, précédentes, c'était on parlait pas de remplacement, mais justement comment l'IA peut en fait, booster, accompagner, être une aide, un support, pour, peut-être, je dirais travailler différemment, améliorer la productivité. Tout à l'heure, je crois aussi que Pierre donnait aussi l'exemple de l'IA pour aider dans l'enseignement, etc. Donc aujourd'hui, il y a un certain nombre d'expérimentations. Et aujourd'hui, ben, on est en marche. C'est, Bah, c'est-à-dire justement, que parlant d'en marche. voilà. Merci Yann pour ton intervention. Désolée si j'écourte un peu, mais on a encore Je vois que Philippe voilà. voulait réagir et Kenza aussi. Ah bon, allez. Mais par contre, si on vous demande si vous pouvez Ouais. faire
Très vite, Court. parce qu'on aimerait passer au sujet d'après TikTok, qui Ouais, me ouais. paraît Très court. important. Très court. Deux choses. Il faut qu'on intègre l'IA dans l'évaluation et dans la conception des politiques publiques. Je donne un exemple sur l'emploi. On sait que l'IA va générer des ruptures dans le travail pour un certain nombre de personnes qui vont passer à des moments d'inactivité pour se reformer, pour pouvoir avoir d'autres postes. Et donc, ça veut dire que ça pose des questions sur le financement de la protection sociale, le financement de la retraite, le financement d'un certain nombre de choses. Donc, il faut qu'on l'intègre dès le départ, il faut qu'on l'intègre dès maintenant. Et dernier point, j'ai une grosse crainte, et ça, je me battrai contre au maximum, c'est que j'ai pas envie que l'État devienne un État plateforme qui va utiliser l'IA pour améliorer sa relation avec l'usager au détriment de l'utilisation de fonctionnaires. On voit bien dans les zones rurales que les maisons France Service sont un réel succès parce qu'il y a des gens qui sont très éloignés du numérique et pour lesquels rien que discuter avec un chatbot, c'est juste pas raisonnable et ça marche pas. Et donc, si l'État veut faire des économies, ne doit pas le faire en prenant l'IA comme un moyen de remplacer des fonctionnaires, mais au contraire comme étant un moyen d'aider des fonctionnaires à être encore meilleurs et à pouvoir apporter plus de réponses et des réponses plus qualitatives aux usagers. Et ça, c'est une vraie crainte parce que je sens, vu la conjoncture budgétaire, que l'État va vouloir faire des économies à ce titre-là. Ok, Kenza, et puis ensuite Pierre, très rapidement, et comme ça on passe à un autre sujet. Oui, alors hyper rapidement et effectivement, ça fait en lien avec, le recrutement parce que, on sait que enfin, par exemple, si on utilise, l'IA, pour, recruter et tout, l'IA, c'est quand même le miroir, de notre humanité, donc ça fait aussi ressortir un peu tous nos biais et également nos déviances, racistes dans les diagnostics, donc à pas oublier. Et pour, voilà, pour éviter les discriminations puisque ça se base quand même sur énormément de données. Donc grande vigilance, là-dessus aussi, voilà. C'était le petit point aussi, sur si on utilisait ça, pour, du recrutement. Voilà. Et Pierre, si tu peux, très rapidement, et on passe Ouais, en 3 mots, oui, oui, faut oublier le nom, la signification littérale du terme d'IA parce que effectivement, on peut pas vraiment parler d'intelligence. Ça peut donner des résultats pertinents ou pas, ça peut donner du n'importe quoi, et il faut effectivement être conscient de ça. On ne sait pas vraiment jusqu'où on pourra aller, hein, et il est probable que pour des expertises très pointues en termes, par exemple, juridiques ou mathématiques ou autres, on remplacera pas de sitôt la compétence humaine. Pour l'accès à l'administration, il est également, alors pour un peu compléter ce que dit Philippe, je pense qu'il faut absolument garantir pour les gens qui ne sont pas en capacité d'utiliser le numérique un accès humain à l'administration, parce qu'on ne peut pas effectivement passer tout le monde, forcer tout le monde à passer par du numérique ou de l'IA. Et il faut, en fait, également, il faut éviter qu'il y ait des captations de valeurs trop fortes, c'est-à-dire des accumulations de valeurs, que ce soit quelques quelques grosses boîtes plutôt qui accaparent toute la valeur ajoutée produite avec l'IA. Et donc, il y a beaucoup de réflexions à mener dans ce cadre-là. Je pense que ça, on pourra l'aborder en deuxième partie où on va notamment parler de souveraineté numérique. Et je pense que c'est en lien avec ce que tu viens de dire. Peut-être on va sauter du coq à l'âne, mais on est déjà en retard sur le programme et j'aimerais vraiment qu'on puisse parler de l'actualité un peu du jour, qui est le blocage de TikTok. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai entendu notamment Kenza qui disait contre le blocage de TikTok en Nouvelle-Calédonie, mais pour son interdiction en Europe. Alors ça m'intéresse d'avoir un peu une explication de cette contrariété apparente. Et puis, bah, vous, Philippe et Pierre, qu'est-ce que vous pensez du sujet? Qu'est-ce que vous avez à en dire? Kenza? Oui, alors, bah, je vais commencer. C'est vrai que, bah, on peut se poser la question aujourd'hui, de restreindre, l'accès à un réseau social, en Nouvelle-Calédonie mais d'un autre côté, en fait, il faut vraiment aussi avoir conscience, de la problématique, en fait, de TikTok et de l'ingérence, étrangère. Donc c'est pour ça que, bah, par exemple, typiquement au Parlement européen, il est interdit, aux collaborateurs et aux personnes qui travaillent au sein du Parlement européen d'avoir TikTok sur, leurs outils, de travail, heu, par exemple, que ce soit leur téléphone professionnel et cetera. Donc hem c'est qu'en fait, il y a quelque chose, il y a quelque chose et il faudrait, créer, enfin voilà une commission, pour enquêter, pour, comprendre en fait les ingérences à travers TikTok qui déstabilisent aussi nos démocraties. Donc la question se pose,
également aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. C'est pour ça que j'ai répondu à la fois oui et à la fois non. Très bien. Philippe, je vois que tu lèves la main. Je ne vais pas spécifiquement lever la main devant Pierre, mais c'est bon, j'y vais, pas de souci. J'ai un peu peur que la décision. Alors, plusieurs points. C'est un sujet qui est un peu délicat. Le premier, on est quand même dans une situation très particulière avec des émeutiers qui utilisent notamment TikTok pour pouvoir se rencontrer, se grouper, se donner des informations sur les points de barrage ou sur l'endroit où il y a les forces de l'ordre. Et donc, il y avait une situation insurrectionnelle assez forte. Et donc, je pense que le gouvernement était très inquiet de la situation. Et tout ce qui pouvait permettre de freiner les débordements, ils l'ont utilisé. Et c'était d'autant plus simple qu'il n'y a qu'un seul opérateur de téléphonie sur la Nouvelle-Calédonie, c'est un opérateur public. Donc, c'était assez simple de faire d'utiliser le DNS pour pouvoir faire les choses. Donc, je comprends opérationnellement pourquoi ils ont voulu le faire. Ensuite, il l'habille aussi sur la question des ingérences, qui n'est pas forcément fausse non plus. C'est-à-dire qu'on a bien vu dans les dernières élections en Nouvelle-Calédonie qu'il y avait des ingérences, notamment indirectement de la Chine, parce que ça permettait d'affaiblir la présence de pays occidentaux dans la zone Indo-Pacifique. Et donc, il y a quand même des ingérences. Et il n'y a pas de doute à avoir sur le fait que l'Azerbaïdjan a utilisé ces moyens. Mais il l'a pas utilisé que par TikTok, il l'a utilisé par d'autres. Donc, c'est là où il y a un vrai problème, c'est que on a interdit TikTok, mais on n'a pas interdit Snapchat, par exemple, qui met des vidéos aussi, qui étaient des vidéos des zones d'insurrection. Ce qui, moi, m'inquiète, c'est les réactions. Juridiquement, on est en état d'urgence, donc le gouvernement pouvait le faire sans être passé par la voie législative. Je pense que ça ne serait pas possible s'il y a une prorogation de l'état d'urgence. Et donc, ça passe par la loi, ça passe par le Parlement. Et si dans la loi, il mettait l'interdiction de TikTok, je pense que le Conseil constitutionnel, qui serait forcément saisi, le verrait d'un très mauvais œil. Euh, et globalement, le fait que ce soit la France qui fasse ce genre de choses, pays des Lumières, et qui dit qu'elle est le pays qui promeut le plus la liberté, voilà, qui est le pays, vraiment un pays en pointe, le fait de faire ça comme un pays démocratique, enfin, premier pays démocratique à le faire, euh, montre un mauvais exemple. Et sera contre-productif, c'est-à-dire que je pense que ça ira à l'encontre de ce que ça veut faire, et ça provoquera de telles réactions que on ne pourra plus regarder euh, TikTok de la même façon après qu'avant. Et donc, à la question, est-ce que c'était bien de l'interdire? La réponse était non. Je l'aurais préféré qu'on puisse, par exemple, limiter un certain nombre de potentialités de TikTok, notamment sur la partie de géolocalisation, qu'on puisse utiliser une géolocalisation plus large, ou interdire la géolocalisation, mais pas interdire le réseau social en lui-même. Surtout qu'on sait que naturellement, les internautes, je veux dire, migrent entre certaines plateformes assez facilement, quoi. Oui, c'est ça. Et donc, le vrai risque, c'est que il se recrée un autre réseau social qui, lui, soit sous les radars pendant quelque temps, qui émerge. En fait, qu'on vive ce qui s'est passé aux États-Unis avec la création du réseau social de l'ex-président des États-Unis, Donald Trump, et que du coup, ça change les choses. Euh, donc, bon, voilà. Et puis, juridiquement, c'est un précédent qui m'inquiète un peu. Alors, Parce que ouais, moi, j'ai fait un sondage rapide et mon audience n'est pas, comment dire, peut-être à l'image de la société, parce que j'ai beaucoup de personnes, on va dire, d'acteurs du numérique. Et pour la plupart, et d'ailleurs Pierre aussi, hein, c'est alerté sur le fait que ça crée un précédent ouais, assez dangereux. c'est le précédent qui m'inquiète. Mais comme beaucoup de choses m'inquiètent, enfin, pour être très honnête, le fait que de plus en plus on passe par la voie administrative plutôt que passer par la voie parlementaire, ça m'inquiète beaucoup parce que du coup, on a ouvert beaucoup de possibilités de fonctionnement en droit français, en droit administratif, sans passer par la loi, et que le jour où on aura une catastrophe électorale, si un parti non démocratique prend le pouvoir, même s'il n'est pas majoritaire avec une majorité absolue au Parlement, il sera en capacité de faire beaucoup de choses par voie administrative. Et ça m'inquiète beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et le fait d'avoir interdit TikTok comme ça en Nouvelle-Calédonie, sans avoir essayé d'autres choses avant et sans avoir demandé aux parlementaires de s'occuper de la question, me gêne, pour être très honnête. Pierre?
Alors moi, je suis très embêté aussi par même un peu choqué, à vrai dire, par le blocage de TikTok, parce que ça, je pense que c'est une mesure brutale et qui est futile. C'est-à-dire que bon, brutale parce que ça crée un énorme précédent et plus qu'un précédent, ça va créer un pied dans la porte pour des mesures de ce type beaucoup plus larges dans le futur. C'est systématiquement ce qui se passe, ce qu'on a observé en matière de sécurité. C'est futile parce que ça va pas empêcher les gens de communiquer. Et là, je vois un narratif qui s'est construit, notamment sur les réseaux sociaux, sur le fait qu'il y avait des ingérences. En fait, il y a beaucoup de présomptions d'ingérence et de potentialités qui sont mises en avant. En fait, on n'a aucun élément de preuve. Et bon, bien entendu, on sait que sur les réseaux de communication, il va y avoir des tentatives de manipulation ou tout simplement de prise d'influence. Hein. Ça, c'est un peu la nature des choses et c'est habituel. Je pense que c'est à la marge par rapport à la situation en Nouvelle-Calédonie qui est due à d'autres causes, notamment notamment ce qui s'est passé à l'Assemblée. Et je pense que effectivement, c'est un très mauvais signal et ça montre un peu la panique, je pense, et l'idée qu'on peut résoudre les problèmes de société par la technologie et la censure. Et ça me paraît un grave, c'est une dérive qu'on observe depuis un moment à plusieurs titres. Bien au-delà des réseaux sociaux. TikTok elle a l'inconvénient, a quelques défauts, c'est clair, mais le bouc émissaire me semble un peu facile, au sens où il y a des éléments de viralité dans TikTok et possiblement d'ingérence, mais là, j'ai l'impression qu'on a un petit peu, on est en train de jeter un On peu le n'en sait bébé rien avec l'eau du encore. bain. On en sait, oui, mais justement, on l'a bloqué Oui. alors qu'on n'en sait rien. C'est ça qui m'embête, c'est on peut pas fonctionner dans un état de droit sur des présomptions pour bloquer des réseaux entiers de cette façon, avec un effet qui va être probablement quasi non mesurable. Et donc, ça me pose un problème dans un état de droit qu'on ne passe pas par la voie judiciaire avec des preuves un peu plus tangibles de ce qui s'est passé. C'est un précédent très regrettable. Et ce n'est pas rassurant sur ce qui peut se passer dans l'avenir. Macron avait dit l'été dernier qu'il avait déjà suggéré, suite aux émeutes, suite à la mort du jeune Naël, qu'il fallait bloquer les réseaux sociaux pour pacifier le pays. Donc c'est une tendance de fond dans la politique française, dans une certaine partie de la politique française, contre laquelle il faudrait se mettre en garde. Je vais À mettre mon les pieds dans sens. le plat. La question, là, que je vais poser la question directe, est-ce qu'on a fait ça, bloquer TikTok, pour créer un précédent? C'est-à-dire qu'on parle de la crainte d'avoir créé un précédent, mais est-ce que la volonté n'était pas de créer un précédent, justement parce que Bah, il y a la possibilité que ça soit un ballon d'essai, effectivement. On teste en Nouvelle-Calédonie et puis on voit ce que ça donne. Et donc ça m'étonnerait pas qu'il sorte des propositions de loi bientôt par des députés adeptes de moyens radicaux. Donc ça m'étonnerait pas qu'on voit une proposition de loi apparaître en la matière sous peu ou dans les années qui viennent. Oui, mais là, si je peux me permettre, je pense que la première raison n'était pas du tout une raison de créer un précédent, c'était une raison opérationnelle. Ça a été demandé par le haut-commissaire en Nouvelle-Calédonie parce qu'il voulait absolument freiner au maximum les choses, le temps d'avoir des renforts et de pouvoir gérer la situation, pour éviter qu'elle s'envenime complètement et qu'elle soit hors de contrôle. Ensuite, il y a quand même des raisons, il y a quand même des preuves d'ingérence sur les derniers scrutins. On a quand même des accords entre l'Azerbaïdjan et une partie du Congrès de Nouvelle-Calédonie qui a été signé au moment du dernier référendum. La Chine est derrière. On a des preuves. Maintenant, est-ce que c'est parce qu'il y a des ingérences que cette décision a été prise? Je ne pense pas. C'était un moyen supplémentaire, en plus en pointant TikTok, parce que TikTok est pointé partout en ce moment, donc ça permet d'habiller la décision. D'ailleurs, le ministère le ministère de l'Intérieur a été interrogé, je crois, par Numérama aujourd'hui, et dans les arguments du ministère de l'Intérieur, il ne parlait pas des ingérences, il parlait du fait que TikTok était utilisé pour désinformer, mais Oui, ils ont pas précisé que c'était voilà, parce qu'il y avait des c'était ingérences. rajouté après, effectivement. Bon, voilà. Sur la partie légale, enfin, est-ce il y aura toujours des amendements foire ou des propositions de loi foire à la saucisse de députés qui y croient? On l'a vu dans SREN, on l'a vu dans plein de choses. On ne pourra pas l'empêcher. Maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il faut que le Conseil constitutionnel
puisse aujourd'hui se positionner. On va d'abord attendre ce que va nous dire le Conseil constitutionnel demain sur SREN, puisque il va se positionner, il va rendre sa décision sur SREN demain. Et si jamais il y avait une prorogation de l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie avec la prorogation de l'interdiction de TikTok, le Conseil constitutionnel serait saisi et aurait à se positionner. Et donc c'est quand même ensuite ça permettrait de régler le problème ou pas, mais au moins on saurait ce qui est constitutionnel et ce qui l'est pas. Et ensuite il y a une vraie question de conformité de la décision aujourd'hui de la France vis-à-vis du DSA. Oui. Et là on est dans l'interprétation que pourrait faire la Commission européenne du DSA. Est-ce qu'on rentre dans des mesures qui peuvent être prises parce qu'elles sont d'ordre public et pour protéger l'État, ou est-ce que c'est quelque chose qui normalement devrait être du domaine de la Commission après application d'un jugement, enfin de décision d'un juge. Et ça c'est tellement frais qu'on ne sait pas comment la Commission européenne va réagir. Ah ben, Je c'est suis bien de d'accord. parler. Oui. Non, excuse-moi de t'avoir coupé. Non, c'était juste pour dire que j'étais entièrement effectivement d'accord avec Philippe. En fait, du coup, le DSA, normalement, il est censé forcer les réseaux sociaux à mieux réguler leur contenu. Donc, ça devrait passer par ça. Et même sur la méthodologie, c'est pour ça que moi, j'ai un problème effectivement de méthode et que j'ai répondu à la fois oui et non. Parce qu'en fait, il faut d'abord en fait analyser tous les risques en fait de TikTok, la fois de siphonnage des données, l'impact sur notre espace civique également, et après en fait à la limite légiférer ou statuer sur éventuellement son bannissement. Et c'est vrai que passer là par le droit administratif, voilà, c'est un petit peu Alors, compliqué. Donc je rejoins Philippe sur son analyse. merci. Alors, je vous remercie à nouveau de me donner, de me tendre, on va dire, le bâton pour faire alors pas le bâton, je devrais bien dire, le bâton de relais, hein, pour, pour faire une transition. Nous avons fait le choix de traiter que quelques sujets, mais en 1 heure et demie, hein, vous comprenez bien, on peut pas tout traiter. Je rappelle à toutes celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes dans une série de live, les dialogues numériques européens transpartisans. Nous avons abordé en fait un certain nombre de sujets dans cette première partie autour de la transition, de l'information, de l'emploi, l'écologie. On n'a pas traité du passeport numérique, on verra si on a le temps ultérieurement, mais comme vous avez parlé du DSA, ça tombe bien parce que c'est notre deuxième sujet de discussion autour de la souveraineté numérique et de la régulation de l'IA. Est-ce que c'est le même combat? Eh bien, on va faire exactement la même chose que dans la première partie avec des questions fermées où on vous demande de répondre spontanément, par oui ou par non, et on abordera, d'autres sujets ultérieurement. Je te rappelle, oui, non, vous avez le droit à un joker, mais attention, ça dépend, ça Personne ne l'a dépasse. utilisé tout à l'heure. Ouais, ça c'est super. Ce qu'on va faire, c'est que, si on peut répondre de manière spontanée, sinon on appelle vos prénoms, hein. On va commencer par Pierre, mais vas-y Guillaume, je te laisse, Allez. faire la batterie de questions. Je crois qu'elles seront un peu moins compliquées à répondre. On verra, il y aura peut-être des surprises. Première question, l'Union européenne a-t-elle trop légiféré sur le numérique ces 5 dernières années? Philippe? Non. Pierre? Non. Kenza? Non. Oh. Consensus. Deuxième question, le Parlement européen doit-il ralentir sur le volume de régulation du numérique ces 5 prochaines années? Allez, même ordre. Philippe? Non. Pierre? Oui. Kenza? Non. Faut-il un Buy European Act qui privilégie l'achat de services numériques européens plutôt qu'américains ou asiatiques? Kenza? Oui. Grand oui. Pierre? Oui, aussi. Sans ambiguïté. Je sens Énorme le oui. Même question, mais avec un Small Business Act qui obligerait les États, voire les grandes entreprises, à réserver une part de leurs appels d'offres aux startups. Oui ou non? Pierre? Oui. Pardon. Oui, avec réserve, avec pondération, mais oui. Donc j'ai cru dans un oui de Philippe aussi. Bah oui, un grand oui. Voilà. Et Kenza? Oui. Faut-il interdire aux États membres de légiférer au niveau national sur les questions du numérique? Philippe?
Je vais dire oui, mais j'expliquerai pourquoi. D'accord. Kenza, Je serais temps. Faut-il interdire, pardon? aux États Euh, membres de légiférer au niveau national sur les questions numériques. non. Et Pierre, Je dirais plutôt presque oui, mais voilà, avec bémol. un oui dièse. C'est Euh, ça. Faut-il réviser le RGPD pour favoriser l'innovation par rapport à la protection de la vie privée? Pierre, Non. Philippe, Non. Kenza, Non. encore un consensus, c'est parfait. La souveraineté numérique européenne, concept ringard ou d'avenir? Philippe, Ah bah j'espère qu'il est d'avenir. Kenza, Avenir? Pierre. Avenir aussi, même indispensable. Ah, je ne m'attendais pas à un consensus à ce point-là. Est-ce qu'il vaut mieux parler de souveraineté numérique européenne ou souveraineté numérique française? Kenza. Souveraineté numérique européenne et française. Pierre. Allez, Joker, les deux. Européenne Les avant deux. tout. Ouais, voilà, européenne et française quand même. Les deux, mais Très bien. européenne d'abord. Philippe. Consensus, européenne sans hésiter, et française ensuite, mais européenne d'abord. Bon. Et dernière question. Pensez-vous que l'utilisation d'un pseudonyme sur les réseaux sociaux devrait être interdite? Pierre. Jamais, plutôt mourir. Philippe. Ça va pas, non? Et Kenza. Non. Oh, c'est pas possible, cette table ronde, elle est mal conçue. Il Oui. y a trop de consensus, ça va pas. Mince. Mais je vois qu'il y a Thomas Forêt qui est là, qui peut-être tout à l'heure interviendra, viendra mettre un petit peu de piment là-dedans. Que penses-tu, Guillaume, qu'on revienne sur le méga grand oui autour du Small Business Act et du Buy European Act aussi? Eh bien oui, allons-y. Qui veut souhaiter prendre la Parce que parole? je crois que c'est Philippe qui a dit un grand oui. Oui, il a dit un grand oui. Il est fan de l'idée de faire un combo des deux. Il Moi, faut que nous j'aimerais en fassions. fait que pardon Philippe, mais est-ce que tu peux expliquer ou d'autres Alors, autour de la table, mais pourquoi on ne l'a pas déjà en fait? Moi, c'est quelque chose qui m'étonne. Ça fait au moins 20 ans qu'on en parle et on ne l'a toujours pas. Et qu'est-ce qui peut nous faire espérer que peut-être dans la prochaine législature, on va arriver à faire bouger les choses? En expliquant peut-être le terme, juste comme ça, parce que de temps en Eh temps, ben, vas-y Philippe. de temps en temps, j'ai un petit éclair et je me rappelle qu'il y a peut-être des personnes qui nous écoutent qui savent pas de quoi on parle. bah, en fait, l'idée du Buy European Act, c'est la copie conforme du Buy American Act, c'est-à-dire que l'État fédéral américain doit privilégier pour sa commande publique les entreprises américaines et peut ne pas commander chez des entreprises américaines si et seulement si les entreprises américaines ne sont pas en capacité de fournir le niveau de service tel qu'il est demandé. Et ça nécessite beaucoup de travail de justification de pourquoi on n'a pas acheté américain. Et donc l'idée, c'est de faire la même chose en Europe, c'est de pouvoir délivrer de la commande publique vers les entreprises européennes quand elles sont en capacité de répondre, et quand elles ne sont pas en capacité de répondre, il faut expliquer pourquoi elles ne le sont pas, et ça nécessite de commencer aussi à amorcer une filière pour qu'elle puisse à terme répondre à la commande publique telle que c'est prévu. C'est en ça que le Buy European, c'est pas réservé à un quota. En tout cas, ceux qui disent que le Buy European Act doit être, par exemple, réservé 60% de la commande publique aux entreprises européennes, c'est pas du tout ce qui est fait aux États-Unis. Et je suis plutôt plus proche de l'idée de celle des États-Unis et pas de mettre de quota. Et pourquoi un Small Business Act? C'est que les Américains ont fait ça, ils ont utilisé la commande publique plutôt en direction des PME ETI pour les faire grossir, pour qu'elles soient ensuite en capacité de façon autonome à répondre à des grands appels d'offres ou à des grands marchés. Et or aujourd'hui, on voit bien, et c'est un peu le problème français, que on fait des appels d'offres de très grande valeur en volume, et qu'aucune des entreprises, il n'y a pas d'allotissement, donc on fait vraiment des montants très importants, et peu d'entreprises de taille PME, ETI sont en capacité de répondre parce qu'elles n'ont pas la structure financière pour le faire. Et donc c'est beaucoup des ESN, des entreprises de services numériques. Vous les connaissez. Alors il y a quelqu'un qui avait dit un jour qu'il s'appelait il y avait les GAFAM d'un côté, il y avait les Cassos de l'autre, les Capgemini, Atos, Soprasteria, etc.
qui sont en capacité de répondre et qui, eux, font derrière de l'allotissement, mais du mauvais allotissement dans le sens où ils gardent l'essentiel de la valeur ajoutée et ils n'utilisent les startups et les PME ETI que pour répondre à la demande avec des prix un peu cassés. Et donc, les entreprises de taille intermédiaire ou les PME ne sont pas en capacité de générer suffisamment de valeur ajoutée pour pouvoir assurer leur développement ensuite. Et ça, aujourd'hui, c'est plus possible. On le voit bien aussi parce que ça entraîne pour ces ESN une facilité, une envie d'aller utiliser plutôt des services numériques de type américain. On le voit en ce moment avec un truc qui marche vachement bien chez toutes les ESN, c'est dès qu'une entreprise a besoin de changer sa relation client, son système de relation client, elle opte, parce que l'ESN lui propose, pour un combo entre Salesforce et Amazon, AWS. Et on a quasiment que ça en ce moment sur le marché qui est proposé. Et donc là, aujourd'hui, il n'y a plus aucune entreprise sur de la relation client qui soit en capacité, PME, ETI, de pouvoir émerger sur ce segment d'activité. Et in fine, on a quand même toutes nos données clients qui sont parties chez Salesforce et Amazon. C'est quand même peut-être pas forcément la meilleure des choses à faire. Donc pour moi, le combo, c'est absolument nécessaire. C'est Small Business Act plus Buy European Act. Si je te repose la question qui est pourquoi, alors que ça semble évident et qu'on en parle depuis plus Ah de oui. 20 ans, c'est toujours pas fait, et qu'est-ce qui peut nous faire espérer que ce soit fait dans les prochaines années? Où Euh, sont les blocages? je pense que nous avons en Europe la vision. L'Europe a été construite sur la libre circulation des biens des personnes. Et donc que la croissance, que tout était lié à cette libre circulation, à cette transparence, au fait que moins on intervenait avec des règles de protectionnisme, et mieux c'était. Et c'est comme ça que l'Europe s'est construite. Donc je pense que c'est intégré c'est rentré dans son ADN et qu'elle n'a pas réussi encore à faire sa mue. Malgré en face des règles, notamment des Américains ou des Chinois qui sont pas du tout celles-là, ils n'ont pas commencé, enfin, le régulateur européen, qui est celui qui gère la commande publique, puisque les règles de commande publique sont essentiellement des règles européennes, sont liées à la non-intervention des États et à la non-direction des appels d'offres pour qu'il y ait le plus de transparence possible. C'est vraiment, je pense, une question, une posture de valeur au départ. Sauf qu'aujourd'hui, je pense que la Commission commence à se rendre compte que ça crée des décalages et que l'Europe est en train de décrocher parce qu'elle n'a pas adapté son code des marchés publics sur le sujet notamment, et que ça pose des problèmes. On le voit avec la question des batteries, on le voit avec la question des automobiles, on voit ce que font les Américains pour se protéger, on voit ce que font les Chinois pour essayer de nous envahir le marché et pour eux-mêmes se protéger leur marché, et on ne peut pas rester éternellement comme ça. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui viendra à la Commission par le Parlement, si le Parlement est capable d'imposer ses vues à la Commission, ce qui est une question démocratique un peu particulière. Kenza, et si je peux compléter la question, est-ce que vous avez, et j'aimerais éventuellement une réponse de tous là-dessus, c'est est-ce que vous avez des partenaires européens? Est-ce qu'il y a un consensus au sein du groupe que les eurodéputés de vos listes rejoindraient pour justement cette question-là, ou est-ce qu'il y a des dissensions entre certains pays européens ou certains des députés à l'intérieur de l'éventuel groupe que vous représentez? Kenza. C'est une bonne question, très, très bonne question. En fait, de notre côté, nous, on soutient effectivement, le Buy European Act, hein, qui est quand même, très important pour soutenir l'innovation à la fois, que ce soit des startups, des PME. Hem, ce que, ce qui a été dit, effectivement avant, faut surtout pas oublier, que ce soit les TPE, les PME. Après, au sujet de la commande publique, en fait, ce qu'on n'a parfois pas conscience, c'est qu'en fait, il est possible aussi de déroger, aux principes généraux de la commande publique. Il y a eu un arrêt, il date un petit peu, hein, mais que pour, enfin voilà, des finalités, ça c'est d'intérêt général, il est possible d'y déroger. Mais nous, enfin voilà, on est quand même, très, très attachés à ces règles de, commande publique, et ce qu'on souhaite, c'est qu'elles soient, fléchées, sur les entreprises européennes. Ça permet également aussi de faire émerger en fait, des champions européens, sur un plus moyen terme. Mais pour ça, en fait, il faut,
il faut qu'on puisse, financer en fait, l'innovation et également la recherche. On l'oublie, parfois, mais dans toutes les discussions, qui tournent, autour, du numérique, c'est vrai qu'on a souvent, des acteurs, en fait, d'entreprises et parfois, très peu de chercheurs qui pourraient, nous épauler, là-dessus. Pierre? Pierre? Tu veux que je réponde sur quoi? Sur Buy European Act, etc. Enfin, sur la Ouais, question de base? exprimer Oui. la position déjà Euh, du parti pirate sur cette question et puis Alors, le Parti pirate est relativement neutre là-dessus, mais nous, enfin, l'idée du Parti pirate, c'est de protéger l'intégrité numérique, enfin, les droits fondamentaux. Et ça veut dire qu'on ne peut pas le faire sans avoir des écosystèmes souverains. Donc en fait, en remontant la pile, on a besoin clairement, enfin même si c'est pas exprimé explicitement dans le programme Pirate, il y a quand même une évidence de besoin de souveraineté et ça veut dire également que il faut favoriser les écosystèmes, le développement d'écosystèmes européens. Faut pas se faire voler notre souveraineté par des GAFAM, etc. Et donc ça veut dire pourquoi les Américains sont très forts là-dessus, c'est effectivement parce qu'ils ont de la commande publique fléchée vers les entreprises. Elon Musk a monté SpaceX grâce à la commande publique. C'est pareil pour le cloud Amazon. Donc voilà, il y a évidemment des choses à faire indispensables de ce côté-là. Et ça, c'est effectivement je connais pas aussi bien que Philippe les blocages côté européen, mais il y a pas forcément consensus à ce stade là-dessus. Mais il faut qu'on arrive pour des raisons de souveraineté européenne, il faut qu'on quand même on arrive à avancer là-dessus pour se protéger un peu dans un monde où tout le monde le fait. En fait, les autres grands continents le font de leur côté, les Américains, les Chinois, a fortiori. Donc, on ne peut pas se laisser non plus complètement piller notre marché par des sociétés, enfin des continents étrangers. Et il faut qu'on arrive à recréer de la valeur chez nous. C'est indispensable parce que nos droits fondamentaux, à la fin, sont impactés directement. Philippe, Sur le RGPD, oui, un mot sur le RGPD. vas-y. Sur votre question sur le RGPD. Le RGPD, il faut éventuellement adapter le RGPD, à mon sens, à la marge pour les choses qui sont trop bloquantes ou trop gênantes. Donc, il ne faut pas qu'il gêne trop l'innovation. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut le déshabiller non plus. Donc, je pense qu'on peut innover dans le cadre du RGPD et ça peut donner des sociétés plus éthiques que ce qu'on observe aux États-Unis, notamment, hein, sans parler de la Chine. Avant de passer à la question suivante, Philippe, Kenza, je crois que vous souhaitiez rajouter quelque chose. Oui, enfin très rapidement. En fait, je pense que ce qui doit bloquer, c'est, en fait, la peur, comme d'habitude, hein, au niveau de l'Union européenne, que le Buy European Act, ça puisse se transformer en une sorte, d'usine à gaz, en fait, réglementaire. Donc c'est, voilà, c'était un petit point à ajouter. Alors peut-être Philippe, tu souhaiteras ajouter quelque chose, mais Ouais, juste parce que j'ai pas répondu du coup à la question que tu as posée après mon intervention sur savoir est-ce que ça oui. fait l'unanimité au sein de... non, ça fait pas l'unanimité au sein de Renew au niveau européen global. Au niveau des candidats sur la liste française, oui, Stéphanie Yoncourtin le promeut aussi. Il y a une forme d'unanimité sur ce côté-là. C'est la vraie difficulté, c'est que la position française globalement est celle d'un Buy European Act et d'un Small Business Act plus ou moins, mais au moins d'un Buy European Act, ce qui n'est pas du tout le cas d'un certain nombre de pays voisins, notamment les Hollandais et les Allemands, qui sont dans des positions commerciales de dépendance au marché américain très fortes et qui font que c'est absolument pas dans leur idée de soutenir ce genre de thème. C'est justement pour ça que je disais que la Commission devra évoluer si le Parlement évolue. Et donc il y a une question démocratique de relation entre le Parlement et la Commission sur la prochaine mandature. Très bien. Avant de Fadila, peut-être te Ouais, repasse la parole. je voulais juste le rappeler pour celles et ceux qui venaient nous rejoindre que Ouais. nous étions dans la première série numérique européen transpartisan, donc épisode 1, le jeudi prochain, il y en a un deuxième aussi, puis un troisième. Donc, et ce soir, nous sommes donc avec Kenza,
Athanasopoulos, candidate européenne Place Publique, Philippe Latombe, député Modem, LAREM, et Pierre Bessac, qui est également candidat européen pour le Parti Pirate. C'était un petit rappel et que nous allons aborder les 20 dernières minutes. Et si vous avez donc des questions, n'hésitez pas à lever la main. On essaiera de vous passez le micro. Donc, vous activez sur le micro en bas ou alors vous utilisez la petite bulle qui est en bas à droite qui vous permet de pouvoir poser des questions écrites. Voilà, c'était tout. Je te laisse, Guillaume, poser une autre question. Ouais, moi j'ai été assez surpris du consensus sur la première question qui était de savoir pardon, est-ce que l'Union européenne avait trop légiféré sur les 5 dernières années? Je crois que vous avez tous répondu non. Moi, j'ai quand même, en termes de numérique, hein, je C'est pense que étonnant parce qu'on ma dit que liste c'est n'est pas la... exhaustive, mais j'ai quand même noté Data Governance Act, Data Act, Cyber Resilience Act, DSA, DMA, IA Act, avec des textes qui sont de plus en plus longs. Je vous invite à regarder, il y a LexisNexis qui édite un code du numérique depuis quelques années. Vous regardez la taille, on parle beaucoup du code du travail qui est de plus en plus gros, mais c'est rien par rapport au code du numérique. Et si on continue comme ça dans les 5 prochaines années, est-ce qu'on n'est pas en train de créer une machine bureaucratique européenne qui est imbuvable, même pour des spécialistes? Et donc, j'étais assez surpris de votre réponse là-dessus. Et je crois même que la plupart d'entre vous, je ne sais plus exactement qui, mais avait répondu que vous ne souhaitiez pas ralentir sur les prochaines années. J'aimerais bien revenir là-dessus et voir pourquoi vous pensez que ça n'a pas été trop ces dernières années, pourquoi vous pensez qu'il faut ou non continuer au même rythme les 5 prochaines années. Tu en as oublié, Guillaume. Hein. Oui, je sais que j'en ai oublié. Tu as oublié Nice 2, tu as oublié toute la partie cyber, tu as oublié tout ça. Ouais. Ouais, non, clairement, en quelques secondes, pourquoi moi j'ai dit oui, j'ai dit non, est-ce que c'est pas trop? C'est qu'en fait, ça adresse des vraies questions et des vrais problèmes. Le DSA adresse un vrai problème, le DMA adresse un vrai problème. Pourquoi est-ce qu'on en a eu beaucoup? Parce qu'on n'avait pas du tout réglementé avant, qu'on avait laissé faire et qu'il faut qu'on rattrape le train. DSA, DMA, c'est typiquement ça. L'IA Act, on essaie d'anticiper l'avenir, c'est un peu différent. On a fait le RGPD, qui était quand même quelque chose de bien, qui nous a donné qui est d'abord un reflet de nos valeurs et qui a permis aussi de pouvoir influer sur la question de l'utilisation des données un peu partout dans le monde. Donc, est-ce qu'on en a eu trop? Non, je ne pense pas, mais c'est parce qu'on a aussi beaucoup rattrapé de retard. Est-ce qu'il faut qu'on arrête de réglementer? C'est là où je pense pas, parce que nous avons besoin d'adapter nos réglementations à l'évolution technologique qui est de plus en plus rapide. Et donc, par exemple, Nice est le bon exemple. On avait Nice V1 qui était très, très limité. Nice V2 est beaucoup plus important. Pourquoi? Parce que la cybercriminalité et les atteintes cyber sont devenues exponentiellement plus importantes que quand on a décidé Nice. Donc, on a besoin d'adapter. Et donc, ça veut dire forcément avoir des nouvelles législations qui sont peut-être des évolutions des anciennes, mais qui sont des nouvelles. Pourquoi j'avais répondu, et comme ça je finirai là-dessus, pourquoi est-ce que je ne suis pas forcément d'accord pour qu'on laisse la main au législateur national pour réguler le numérique? C'est parce que j'ai la mauvaise expérience de SREN avec des amendements foire à la saucisse, plaques d'immatriculation sur les réseaux sociaux, l'anonymat, pseudonymat, etc. Tant qu'on n'aura pas des députés et des sénateurs qui seront acculturés au sujet, on aura des textes qui seront tellement nuls qu'on aura des difficultés. Donc, je serais d'accord pour laisser un peu de marge de manœuvre aux parlements nationaux si on est sûr de la capacité technique, juridique des parlementaires nationaux pour pouvoir faire des textes qui ne soient pas des textes qui soient des empilements de fausses bonnes idées. En plus, c'est brutal, mais un c'est petit dit comme ça. Oui, mais Philippe, on a aussi un problème de procédure aussi, de ce que j'ai pu voir, tant pour la loi SREN que pour la loi sur l'influence, où on n'a pas transmis en fait les textes non plus au niveau européen. Et on a vu Thierry Breton sonner l'alarme. Oui, mais c'est parce que le législateur national n'a pas compris qu'il avait la possibilité de légiférer que ce sur quoi il avait le droit de faire, et qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels nous avons délégué au niveau européen et avec un corpus législatif très particulier, c'est que c'est du droit international et que donc c'est supérieur au droit national sur un certain nombre de sujets. Et comme aujourd'hui le législateur national pense qu'il est omniscient et qu'il sait toujours tout faire et que voilà, moi ça m'a posé un problème dans ma posture européenne. Je suis profondément pro-européen, là que la majorité à laquelle j'appartiens comme je suis modem aille contre la position de la Commission européenne et le revendique.
me pose un vrai problème. Et que le gouvernement qui aujourd'hui fait une campagne européenne, parce qu'ils sont européens, se soit autant lâché sur la Commission européenne sur ce REM m'a gêné parce que ça fait tellement ambivalent que c'est pas une position facile à tenir. Voilà. Donc j'attends de savoir aussi avec un peu d'impatience ce que dira le Conseil constitutionnel demain, parce qu'on aura quelques questions sur le sujet aussi. C'était au tour de Pierre ou de Kenza, Guillaume, je crois. Je ne sais pas si vous avez envie de répondre quelque voilà. chose, ajouter un élément. Oui, peut-être une chose, c'est que je pense que effectivement il y a eu des législations. Guillaume, tu remarquais que les Act faisaient 489 pages, je crois. Moi, j'avais vu Un peu moins, mais une version intermédiaire de Breyer. Non, mais c'est énorme, effectivement. c'est oui, J'ai vu la version intermédiaire de Breyer qui avec les 4 colonnes là, qui faisait 900 pages. Donc il y a des documents de travail monstrueux pour les parlementaires européens. Qui en plus n'ont pas forcément. Là, Breyer récemment a publié un document dont il n'avait pas possession sur des discussions, si je me souviens, au niveau de la commission. Les parlementaires eux-mêmes n'ont pas forcément tous les documents de travail et ils les récupèrent par les fuites de la presse. Donc il y a vraiment des façons de travailler qui sont à repenser et on pourrait envisager de légiférer moins. Et par contre, pour revenir, pour reparler de la loi SREN par exemple, il y a j'estime que l'Europe et on le voit aussi dans le cas des blocages TikTok d'ailleurs, on voit que l'Europe est plutôt de nature à réfréner certaines ardeurs du législateur français, et donc c'est pour ça que j'ai répondu oui à la question, faudrait-il interdire aux États nationaux de légiférer sur le numérique. Évidemment, il ne faut pas l'interdire totalement, mais il y a quand même une situation européenne qui nous permet d'avoir un système de consensus qui fonctionne beaucoup mieux que ce qui fonctionne en France, avec un système beaucoup plus, pas englué, mais enfin, c'est ce que dit Philippe sur la foire à la saucisse, c'est qu'il y a des propositions qui, sur un malentendu, peuvent passer et qui éventuellement sont retoquées après par l'Union européenne. Donc je pense qu'il faut se calmer un peu sur les lois numériques, mais il faut essayer d'améliorer celles existantes et il faut peut-être en faire des plus légères. Mais voilà, il y a du boulot pour les parlementaires de la prochaine mandature. Kenza, je ne sais pas si tu souhaites. Oui, oui, alors c'est vrai que la dernière mandature, ça a été quand même très, très dense, au niveau, réglementation. Moi, je voulais juste, revenir sur le DMA parce que en fait, il y avait quand même une petite limite, du texte, puisque ça couvrait pas en fait, l'intelligence, artificielle, donc tout ce qui est, au niveau des contrats entre les géants de la tech et les entreprises, de l'IA, par exemple, celles qui sont signées par, que ça soit Microsoft et OpenAI. En fait, il y a des enjeux quand même de concurrence et d'accès aux données qui, sont posées par ces alliances et donc voilà, il y avait cette limite donc oui, il y a une large, réglementation mais ensuite, pour, la mandature, qui va arriver, ça va être nécessaire, de penser aussi à d'autres sujets comme, en matière de cybersécurité, par exemple, où, il va falloir, travailler dessus. Donc, Moi, il j'ai va quand même falloir continuer, j'ai une mais question peut-être un pas peu. autant, mais continuer parce que ça va quand même très, très vite. Question un peu ouverte, mais là, c'est le juriste spécialisé du droit du numérique qui parle, mais on pouvait se dire juriste spécialisé du droit du numérique il y a encore quelques années. Aujourd'hui, on ne peut plus. C'est-à-dire qu'on est éventuellement juriste spécialisé en RGPD ou demain dans les actes, mais en fait, la législation sur le numérique est devenue tellement dense que c'est impossible. Et tout à l'heure, on parlait des petites moyennes entreprises. Oui. Est-ce que l'Europe n'est pas en train de créer un tel champ, champ législatif qui est absolument impossible à appréhender par les acteurs, qu'en fait, il n'y a que les très grandes entreprises qui vont réussir à savoir voilà, dans quoi elles s'engagent, quel est exactement l'état de la régulation, et est-ce que ce n'est pas un frein à l'apparition de startups européennes performantes, Philippe ou Kenza, je ne sais pas si... Moi, je Je, suis d'accord je- avec pardon. Vas-y, vas-y. Non, non, Ouais, non, non, enfin, c'est vrai qu'effectivement, par exemple, pour tout ce qui était aussi RGPD, on sait très bien que les GAFAM, elles s'adaptent beaucoup plus vite que les boîtes qui sont beaucoup plus moyennes et ça risque effectivement de paralyser en fait
des entreprises européennes beaucoup plus petites. Ouais, je partage une partie des choses, mais si on commence à dire ça, ça veut dire qu'on. Alors, je partage le fait qu'on peut plus être un juriste spécialisé en numérique, si on est dans des sous-domaines maintenant, et ça, voilà, ça, c'est évident. Mais le fait de dire, est-ce que c'est pas trop compliqué, pas trop touffu? D'un autre côté, sur la partie cybersécurité, on a absolument besoin. Sur la partie protection des données, on a absolument besoin. Sur la partie ouverture du marché, DMA, on en a besoin. Sur la partie régulation des plateformes, on en a besoin aussi. DSA. Enfin, il faut qu'on puisse avoir ces différents outils. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on leur donne une visibilité, une prévisibilité, comment est-ce qu'on intègre des évolutions pour coller à la réalité des marchés et non pas être en décalage. Et ça, c'est un travail de législation qui est un travail de législation suivi avec des gens qui sont spécialisés dans le sujet, sur les sujets et qui sont en capacité de prendre des initiatives. Or, aujourd'hui, très clairement, que ce soit au niveau national ou au niveau européen, le timing de la fabrique de la loi est tellement long que ça peut être en total décalage. Donc, c'est plutôt plus une question de méthode et de façon de faire la loi qu'une question de volume, je pense. Très bien. Dernier sujet peut-être pour clore ce. Je voulais, si je peux ajouter un petit mot, je pense qu'il y a des intérêts convergents entre les gens qui défendent le logiciel libre. Donc, c'est souvent fait par des indépendants ou des bénévoles, donc des gens avec très peu de moyens, donc une convergence entre eux et les besoins des PME. Et on l'a observé notamment dans le Cyber Resilience Act, également dans NIS 2 sur les exploitations de serveurs DNS notamment. Il y avait des contraintes assez dures qui ont sauté. Et aussi dans l'AI Act, donc des choses qui visent à éviter les plus gros obstacles et les nécessités, enfin les demandes de compliance, etc., qui sont d'ordinaire évidemment plus faciles à remplir par les grosses entreprises. Et là, il y a des convergences d'intérêts entre donc le logiciel libre et les PME pour éviter effectivement d'engluer inutilement la loi et de pénaliser inutilement les petites structures. Donc, je pense que c'est important de continuer comme ça, voilà, dans cette voie. Après, il y a un autre problème, mais qui est beaucoup plus loin, c'est les effets de seuil qui sont faits justement pour éviter de pénaliser les entreprises de taille moyenne par rapport aux GAFAM. Donc, il y a un moment, il y a une sorte de plafond de croissance qui peut éventuellement pénaliser des entreprises qui cherchent à atteindre les GAFAM parce qu'ils vont se retrouver dans les obligations réservées aux GAFAM. Ça, c'est un autre souci beaucoup plus en aval du développement. Je plus sois sur le logiciel libre, et c'est d'ailleurs la position française sur le sujet était importante, et je pense que c'est une partie de l'avenir, et je trouve ça très bien que dans l'IA Act, on ait fait une partie spéciale sur la partie libre. Il faut qu'on promeuve le libre de plus en plus. Très bien. D'autant qu'en matière d'IA, je pense qu'on n'aura pas le choix. C'est une nécessité quasi absolue pour avoir un substrat comme on l'a pour les systèmes d'exploitation. Fadila, est-ce qu'on Eh sort bien, voilà. Oui, une dernière question avant de faire un petit tour de table de conclusion. Bon, moi, quand j'entends souveraineté numérique, j'entends aussi souveraineté technologique. Et nous avons eu une annonce cette semaine, tout de même, qui nous a un petit peu inquiétés lors du Choose France, puisque a priori, nous accueillons, on va dire, le soutien de Microsoft. Alors, je ne sais pas si je vais être assez claire, mais comme c'est la fin, comme vous avez tous crié en disant oui, la souveraineté numérique européenne, c'est l'avenir, c'est pas un sujet, c'est pas un concept ringard. J'aimerais vous laisser en fait nous expliciter un peu tout cela aujourd'hui. Pour vous, pourquoi c'est d'avenir et quelles seraient, on va dire, vos grandes priorités pour que la souveraineté numérique européenne soit effective? Est-ce que je suis assez claire? Ça va faire sourire Guillaume. Si je peux me permettre, puis comme ça je vais terminer là-dessus pour moi. J'ai pas attaqué le DPF pour rien. Donc l'accord transatlantique de transfert des données, je l'ai attaqué parce que c'est une décision qui d'abord
pour moi, était totalement antidémocratique. C'est-à-dire que la Commission européenne a pris cette décision en s'asseyant sur l'avis du Parlement, en s'asseyant sur l'avis du CEPD, et l'a fait dans des conditions qui n'étaient pas des conditions acceptables. Et puis juridiquement, c'est un vrai problème, c'est que l'accord, le DPF, ne correspond pas à ce que la Cour de justice de l'Union européenne avait dit sur Schrems 2, sur l'invalidation de l'accord précédent, et d'autant plus que le FISA, qui est le fameux texte américain, allait très certainement être renforcé. On avait les premières prémices de modification, de renforcement, et on l'a bien vu il y a quelques semaines quand ça a été renforcé. Et donc la souveraineté, on l'aura, et je pense qu'elle a un avenir, on l'aura que quand la Cour de justice aura invalidé le DPF, aura remis le fait que l'immunité aux règles extraterritoriales non européennes doit être un préalable. Et si on le fait correctement, je pense que la Cour de justice peut même ancrer sa décision en citant clairement la Charte des droits fondamentaux. Et dans ces cas-là, la Commission européenne sera obligée d'intégrer la souveraineté numérique comme étant un driver de sa politique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Elle a sacrifié la souveraineté numérique au profit de la souveraineté énergétique et de la souveraineté militaire, parce qu'on a des problèmes géopolitiques en ce moment. On le voit d'ailleurs, c'est ce que moi j'ai posé comme question à Marina Ferrari aujourd'hui, enfin hier, et publié au J aujourd'hui. Xi Jinping est allé en Hongrie et a négocié un accord avec les Hongrois pour pouvoir localiser des serveurs chinois sur le territoire européen pour pouvoir répondre aux futures aspirations de la Commission européenne dans le schéma de certification du cloud, qui ne parle plus d'immunité aux règles extraterritoriales, mais de localisation des données. Et donc je pense que parce qu'on va les confronter à la Cour de justice de l'Union et qu'on a toutes les chances de gagner, ça fera évoluer les choses. C'est pour ça que j'ai dit que la souveraineté numérique avait un grand avenir. C'est parce que on va y arriver, in fine, avec un combat qui aura été long, mais on va y arriver. Pierre Kenza, est-ce que vous souhaitez compléter? Oui, en fait, je pense qu'il y a tout un. Alors, je dis pas qu'il faut reprendre notre souveraineté à zéro, mais en matière numérique, pratiquement, en fait, ou largement. Et c'est toute une synergie à reconstruire et à tous les niveaux, en fait, au niveau des acteurs, des PME, de la commande publique. Enfin, il y a tout un écosystème à recréer petit à petit, en s'appuyant sur des choses comme des logiciels libres, évidemment, des acteurs, sur la recherche. Voilà, il faut vraiment une politique tous azimuts. Faudrait une vraie stratégie en fait, et aussi le penser au niveau européen pour arrêter de se tirer dans les pattes entre acteurs français et reconstruire tout ça en le pensant à plus grande échelle qu'on ne le fait actuellement. Kenza, Oui, effectivement, la souveraineté européenne, c'est créer en fait l'Europe du numérique. Donc c'est pour ça un grand oui. Donc là, bon, on a rattrapé le retard avec toute la réglementation et en fait le but c'est effectivement de protéger notre marché numérique et, de pouvoir développer nos PME, nos startups, stimuler l'innovation, renforcer aussi la liberté de choix des consommateurs. Donc voilà, un grand oui pour notre souveraineté. Voilà, ça sera, je pense, ma petite conclusion. Après, c'est vrai on avait évoqué mais très rapidement l'écologie en fait dans le numérique, avec le passage, j'en profite hein, pour Bah oui, oui, compléter on Bien un a. sûr. petit peu, mais c'est vrai qu'avec le passage en fait vers le cloud computing, il y a cette vraie question à penser en fait l'écologie dans le numérique qui est que très faiblement enfin, ça fait vraiment faiblement partie du débat et j'invite en fait vraiment tout le monde à se rapprocher, que ce soit des chercheurs au sein du numérique, en plus des acteurs de l'économie pour pouvoir permettre à nos législateurs de mieux faire leur travail. Voilà. Parce qu'on a des pépites en France et en Europe. Alors justement, on a des pépites et je crois qu'il y avait un thread et même un article de Tariq Krim cette semaine qui nous alertait sur le fait que nos pépites étaient quand même extrêmement convoitées
outre-Atlantique, et que les derniers accords prévoyaient, on va dire, enfin, ce qu'ils craignaient, hein, si j'ai bien compris, Guillaume, tu pourras compléter, mais qui disait que aujourd'hui, nous risquions d'héberger énormément de call centers et on va dire, d'infrastructures qui risquent en fait de poser de gros problèmes aussi écologiques. Donc, et qu'aujourd'hui, je crois qu'il faisait aussi le constat que il craignait que le niveau de compétence des futurs ingénieurs pouvait être bas. Je ne sais pas, c'est bien cela, Guillaume, si j'ai bien résumé un petit Oui, enfin, peu il son y avait un propos. mélange d'arguments qui était très pertinent, mais il y avait notamment l'idée qu'on permettait aux entreprises américaines de venir installer des centres R&D en France ou en Europe et de capter toute la valeur ajoutée, de prendre nos ingénieurs qui ne développent pas pour des entreprises françaises ou Exact. européennes. Et donc, par ce biais-là, il tue un peu dans l'œuf la capacité d'innovation ou de développement des entreprises françaises et européennes, d'où la question de est-ce qu'il faut faire un Choose France ou un Choose Europe ou un Choose French ou un Choose European. Je pense qu'on a déjà abordé cette question avec la question du Buy European Act, mais peut-être que vous souhaitez encore ajouter un dernier mot là-dessus avant qu'on passe à la... Je veux Ouais, bien. si. En fait, c'est vrai qu'il faut, je pense, doubler le budget du Conseil européen de l'innovation, hein, puisque actuellement il est de 10 milliards et donc le faire passer à 20 milliards. Et également le programme Horizon Europe pour la période 2021-2027, il est de 93 milliards. Et c'est important en fait d'augmenter ce budget, de financer la recherche, d'avoir aussi une politique qui soit favorable en fait pour nos chercheurs et développer l'innovation. Ça passe aussi par ça parce qu'on a de nombreux chercheurs qui n'ont pas spécialement en fait de débouchés en fait dans le numérique et qui partent à l'étranger. Et c'est bien dommage, voilà. Donc de flécher effectivement aussi après. Après, sur des emplois en fait, qui puissent également servir au sein du numérique. Donc ça Ouais, serait pour France Travail. Oui, si je peux ajouter quelque chose, j'avais vu passer le fil de Tariq là-dessus, sur ce sujet. Je l'ai trouvé un petit peu trop pessimiste à mon sens. C'est-à-dire que, j'en ai parlé avec Tariq d'ailleurs, sur plusieurs aspects. Je pense que, alors ceux qui me connaissent savent que je suis pas le plus grand fan de Microsoft, hein, notamment pour les problèmes liés à FISA et tout un tas, enfin, pour toute leur histoire, disons. Je pense quand même que c'est une bonne chose qu'ils installent des data centers, enfin que n'importe qui en fait installe des data centers en France, parce qu'on est bien placé avec notre électricité pour avoir des data centers respectueux de la crise climatique, en fait, respectueux de la transition énergétique. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça permet même si c'est du Microsoft en aval, ça permet de favoriser l'existence d'écosystèmes quand même relativement techniques derrière. Donc même si je préférerais que ce soit des acteurs autres que Microsoft. Donc ça permet de garder des compétences dans le pays qui seront plus tard susceptibles de créer des entreprises ou d'alimenter des écosystèmes français. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et sur l'aspect environnemental, j'estime qu'on en fait beaucoup trop sur l'impact du numérique. Le numérique est 10% de l'électricité, donc c'est 1,2% entre 1,2% et 1,5% du CO2 émis en France, et c'est 50% du discours sur l'écologie. Donc je pense qu'il faut remettre un peu les pendules à l'heure en la matière. Le numérique fait pas mal d'efforts, il y a des choses à améliorer, ça, tout le monde en est conscient, mais les choses s'améliorent de manière entre guillemets naturelle, et il y a des effets des externalités positives qu'il ne faut pas oublier, du type remplacer des voyages par de la visio. Et donc le numérique, à mon sens, peut être un levier extrêmement productif de décarbonation de l'économie par transfert d'activités, des activités polluantes vers des activités moins polluantes, comme on peut faire du transfert routier vers le ferroviaire. Donc je pense qu'il faut être conscient que le numérique peut être un outil, enfin peut être globalement un outil plus positif que négatif en matière d'environnement.
Ah bah ça fait réagir, je vois. Et puis Kenza va compléter. Je fais une petite incise. Tout à l'heure, j'ai dit call center, c'était data center, évidemment. Ma langue a fourché. Kenza, une réaction a priori. Oui, c'est pour, effectivement, enfin, il y a du bon comme du mauvais, mais au niveau, de, l'écologie, alors, je suis pas tellement, tellement d'accord. En fait, avec le développement, du, cloud computing, on sait que, on va pas pouvoir, en fait, finalement revenir en arrière. On aura aussi, des usines en fait qui chauffent, énormément, qu'il faut refroidir et la raison, pour laquelle c'est développé, c'est aussi parce que, c'est une raison économique, hein, parce que ça coûte, moins cher, de passer à ce système pour les consommateurs et donc, d'augmenter, les ventes et quand on a un ordinateur, qui tourne avec un simple ventilateur, bon, ça va mais, quand on passe au cloud computing, c'est moins cher pour, nous en tant que consommateurs, mais sur le long terme, il faut vraiment une grande vigilance et sur enfin voilà, savoir comment, alors je sais que dans qu'est-ce que j'avais lu, que, pour, certains systèmes, en fait, la chaleur était réutilisée, pour, dans le au niveau du chauffage, de certaines villes et je trouve que c'est par exemple, Oui, enfin voilà, c'est quelque chose qui peut être c'est fait, qui peut être pensé et donc voilà, il faut penser aussi, global en fait, voilà, on vit dans un monde quand même absolument, oui. hyper, connecté avec, donc voilà, je pense que c'est quand même important. On peut pas dire, se permettre de dire que non, on en fait trop, pour l'écologie. Au contraire, on n'en fait pas assez. Oh là là, il y a trop de consensus, dans ce débat. Bon voilà, bon, nous arrivons à la fin de notre émission, fin de notre live, notre grande discussion. Je souhaite vraiment, remercier, nos invités pour leur intervention, leur disponibilité et d'avoir aussi surtout accepté le challenge de répondre en live, en interaction avec nous. Merci, donc, Kenza, merci Pierre, merci Philippe. J'espère que vous avez apprécié, cet échange et que vous reviendrez dans un prochain live après les élections peut-être? Ah ouais, c'est Merci excellent. Dès Fadila. qu'on est invité, on vient, hein. La plupart d'entre nous sommes comme ça. Ça c'est vrai, c'est vrai, je Merci vous pour ton talent pour organiser des soirées pareilles. Et même là, on termine tôt. On termine tôt. Je me souviens de soirées où on ah, avait terminé à minuit moins le quart. Là, bravo pour T'es déçu presque. on l'efficacité. est va Oui, essayer, je va crois qu'on était essayer. ensemble sur ce coup-là, Pierre, de mémoire. Oui, c'est bien possible. Ouais, j'essaye de rester un petit peu surtout pour les personnes qui débutent, de leur annoncer dès le départ qu'il va y avoir 3 heures de discussion, ça peut faire peur. Je voudrais aussi surtout remercier chaleureusement mon co-animateur Guillaume Voilà, Champeau. un plaisir, merci à toi et merci à Merci vous pour 3. ton soutien et tes contributions et toutes Merci celles et Guillaume également. Merci et à tous. celles et ceux qui nous ont, écoutés, et n'hésitez pas à réécouter parce que ce live est enregistré et puis à le partager, autant que possible, et je vous donne rendez-vous, jeudi prochain, le 23 mai, nous accueillerons, donc Éric Botorel de Renaissance, Rena Stamboliska, il faut que je m'entraîne, d'été 2024 et Constance Nebula DLR. Je serai accompagnée en animation avec par Quentin Adam. Et le 30 mai, pareil, à 21h avec Pierre Risky de LV et Alexandre Chon de LFI. Et puis j'attends encore 1 ou 2 réponses. Voilà tout. Merci encore une fois à tous et à très bientôt. Je vous souhaite une agréable soirée. Un grand merci Fadila et Guillaume Merci. et également Merci Pierre et beaucoup. Philippe pour cette, première de mon côté. Bonsoir à C'était toutes un et grand tous. plaisir. Merci beaucoup. Bonsoir, Merci bonne d'avoir soirée. écouté Fadi Live, là Merci. où s'écrit l'influence. Retrouvez tous les épisodes sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music et YouTube. Pour ne rien manquer des prochains débats et des exclusivités, là où s'écrit sur les réseaux sociaux, consultez Retrouvez tous les épisodes sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music et laissez un commentaire pour ne rien manquer des prochains débats et des exclusivités. À très vite dans Fadi Live sur les réseaux sociaux, débats stratégiques. Consultez la bio pour toutes les informations. Abonnez-vous, partagez et laissez un commentaire.
Votre avis compte. À très vite dans Fadi Live pour de nouveaux débats stratégiques.